Je vous remercie pour l'invitation. Je pense que je dois noter directement que l'arrêt d'hier a été un grand pas pour la démocratie, mais aussi une alerte pour tout ce qui peut nous arriver pendant cette période, j'ai dit, du processus démocratique dans notre pays. Pourquoi? Puisque nous nous réjouissons tous ce qui est eu cet arrêt, mais cet arrêt a un dessous qui est faux. Le dessous qui est faux, c'est que l'arrêt, comme vous venez de le dire tantôt, reconnaît que le président de la République peut décréter l'état d'urgence, et il l'a fait d'ailleurs. Seulement après avoir après s'être concerté avec le Premier ministre et les deux présidents. Et c'est donc la validation d'hier nous dit que le président de la République a eu raison par rapport à la Constitution, à l'interprétation de la Constitution. Et cette interprétation de la Constitution est fondée de deux manières. D'abord, l'article 119.2 dont on parle renvoie à l'article 85. Et si on fait une interprétation de la Constitution, lorsqu'on dit conformément à l'article 85, cela veut dire que c'est l'article 85 qui doit être lu comme élément fondamental. Parce que l'article 85 dit que c'est le président qui proclame, mais l'article 85 fait référence à des concertations avec les présidents des deux chambres notamment. L'article 119 qui stipule autorisation pourrait sous-entendre que de cette concertation, les présidents des deux chambres convoquent le Congrès, octroient autorisation et déclarent au président de la République qu'il peut faire à son aise. Cette lecture est fausse puisque ça serait après concertation avec le Sénat et l'Assemblée. Ici, l'institution, le président de l'Assemblée devient une institution qui représente. Donc, il n'a pas besoin de rentrer pour faire le vote. Tout comme le président de l'Assemblée, tout comme le Premier ministre, il n'a pas besoin maintenant, tel que c'est entendu, il n'a pas besoin de rentrer au gouvernement pour dire voilà, j'ai reçu du président de la République. La concertation ici est claire. Et l'interprétation, je pense, de l'arrêt de 2007, de 061 TCR de 2007, est claire là-dessus, c'est que dans leur entendement, et ils ont expliqué clairement, dans l'entendement, dans l'entendement de cet article 85, le président, il se concerte avec le Premier ministre. Et non pas avec le Congrès. Non pas avec le Congrès. Pourquoi cet article 119 alinéa 2 existe toujours alors? Mais puisqu'il dit conformément à l'article 85. Mais pourquoi parler d'autorisation, semer le trouble, alors qu'on dit que cet article n'a pas de raison d'être? Pourquoi l'avoir maintenu? Il y a eu une révision constitutionnelle en 2011. Pourquoi ne pas l'avoir effacé, puisqu'en 2007, il y avait une disposition de la Cour suprême qui le jugeait inconstitutionnel? Non. Là, ce qui jugeait inconstitutionnel, c'est le règlement intérieur. Il n'a pas jugé l'article 109, puisque l'article 119, point 2, en disant qu'il renvoyait à 85, il n'y avait plus de problème, puisque nous lisons 85. Oui, mais pourquoi parler d'autorisation? Aucun article de la Constitution n'est inutile. Pourquoi parler d'une autorisation qui ne s'exercera jamais? J'étais constituant, parmi les constituants de cette... Les débats, c'est lesquels? Puisqu'il y a quand même une autorisation lorsque le président veut prolonger l'état d'urgence, il fera l'autorisation. Mais pas du Congrès. Non. On parle de prolongation par l'Assemblée nationale et le Sénat. Pas du Congrès. Non. Aujourd'hui, les choses sont claires. La tenue du Congrès n'est pas obligatoire parce que l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent faire le travail. Autorisation du Congrès, article 119 alinéa 2. Quelle est son utilité? Son utilité, moi, je continue à croire. Ça, c'est, je crois, mais comme la Cour suprême a déjà interprété, normalement, il n'y a plus une autre interprétation que celle de la Cour.
Je ne parle pas d'interprétation. Je vous demande l'utilité de la présence dans une constitution d'un article qui ne sert à rien. Oui, mais ça, je suis ni constituant, ni d'un organe qui peut demander. Mais je voudrais tout simplement savoir que l'article, on n'enlève pas toujours comme ça facilement. Tant qu'il y a un fond qui garde l'autorité, la légitimité, la légalité. Et l'autorité, la légitimité ici, c'est celle qui veut dire il y a concertation avec le Premier ministre et les deux présidents. Je pense que c'est l'article 85. 85, ça me fait souffrir. La présence de cet article 119 alinéa 2 a fait que, en 2019, le Congrès vote un nouveau règlement d'intérieur. Ouais. Et replace cet alinéa 119, cet alinéa 2 du 119, qui est toujours dans la Constitution. Alors, était-ce permis? Non, ce n'est pas permis, c'est justement, je dis le plus bas mot, c'est que c'est une violation intentionnelle des dispositions constitutionnelles. Une violation intentionnelle, puisque quand on vous dit, une institution comme la Cour suprême a déjà dit que cette disposition n'est pas conforme à la Constitution, puisqu'ils ont même expliqué, puisqu'il ne s'agit pas de l'autorisation des congrès, mais il s'agit des concertations. Mais alors... Ce n'est pas une violation de prendre un texte qui est présent dans la Constitution. Oui. La violation, c'est de laisser dans la Constitution un texte que n'importe qui pourrait utiliser dans le futur, alors qu'il a été jugé non conforme à la Constitution. Mais pourquoi vous auriez une autre interprétation que celle qu'a donnée la Cour suprême? Parce que la question, pourquoi maintenir dans un texte une disposition qui a été jugée non constitutionnelle? Non, il n'y a personne qui a dit que 119.2 n'est pas constitutionnel. Personne. Au contraire, la Cour suprême a confirmé, c'est dans cet entendement, il faut lire 119 par rapport à l'article 85. Donc, quand l'autorisation, quand la Cour a dit ça, vous n'avez plus à ouvrir les yeux pour dire, ah mais puisqu'on a dit autorisation, on l'a dit, cette autorisation, ça s'annule par rapport à la disposition constitutionnelle de 85. C'est tout, quand la Cour a parlé, c'est fini. Alors, si on ne discute pas un arrêt de la Cour suprême de 2007, la Cour suprême qui est aujourd'hui la Cour constitutionnelle, est-ce qu'on peut discuter d'une décision de la Cour constitutionnelle en 2019 qui déclare conforme à la Constitution un règlement d'ordre intérieur qui reprend un article de la Constitution qui a été jugé non conforme ou non retenu en 2007 par la Cour suprême? Alors moi je dis deux hypothèses où il y a une incompétence de la Cour constitutionnelle, où il y a un complot. Pourquoi? Puisque le Congrès, il amène le même règlement intérieur qui a été rejeté, ou dans les dispositions qui ont été rejetées, c'est-à-dire l'article 3.3 du règlement intérieur, l'article 6.7 du règlement intérieur, l'article 36 du règlement intérieur, l'article 40 et 40, tous ces articles ont été rejetés ou tout au moins jugés non conformes à la Constitution en 2007. Donc en 2019, normalement, puisque ces articles sont repris, tels que ça a été refusé, jugé par le Congrès, voilà, voté par le Congrès. Oui, ils sont... Alors, maintenant, moi je dis, soit une incompétence, soit une volonté délibérée, puisqu'ici, la Cour constitutionnelle actuelle devrait faire remarquer que cette disposition a été rejetée par la Cour suprême. Mais ne l'a pas constaté. Il ne l'a pas constaté. Et a donc jugé conforme à la Constitution le deuxième règlement intérieur du Sénat, du Congrès, qui dit qu'il faut autorisation. Plus grave. Où allons-nous? Non, plus grave, puisque la Cour constitutionnelle a fait un revirement jurisprudentiel. Moi, j'étais membre de la Cour. Lorsqu'on fait un revirement jurisprudentiel, on commence par faire un arrêt de principe. C'est-à-dire un arrêt qui explique pourquoi vous trouvez que cette doctrine qui était défendue hier, ou ces principes qui étaient défendus hier, n'est plus valable
aujourd'hui. Alors, vous fondez d'abord cet argumentaire, tout simplement de principe, et vous passez maintenant à un arrêt sur les sujets qui vous est soumis, qui est ici l'objet en cause. Donc, s'ils n'ont pas fait ça, alors au moins qu'il y ait eu, moi je l'ai dit, je prends la deuxième hypothèse qui n'est pas l'incompétence, au moins qu'il y ait eu un piège. Le piège est lequel? De qui? Le piège est de la Cour constitutionnelle. Donc la Cour constitutionnelle piège qui? La Cour constitutionnelle piège l'ordonnance, puisque, regardez l'ordonnance. L'actuelle ordonnance. Ah oui. Celle qu'il a jugée conforme à la Constitution hier. Et que l'ordonnance a dépiégé. Puisque si l'ordonnance, imaginez-vous un seul instant, si l'ordonnance avait repris le visa de 2019, de 2007 et de 2019, ben, on allait lui prendre ça, on dit voilà, mais votre ordonnance ici comporte des contradictions. Par intuition ou par sagesse, ils se sont dit, nous prenons l'arrêt de la Cour qui est conforme à la Constitution, puisque nous jugeons, nous disons, même l'article 119.2, il renvoie toujours à 85. Donc la meilleure de lecture, c'est celle de 85 qui dit concertation au lieu de l'autorisation. Donc, j'ai dit ici, s'il y a eu piège, ça a été dépiégé. Mais il y a eu revirement constitutionnel. Donc la présidence de la République peut toujours entrer, demander à la Cour de tout changer. Ah oui, non, pas changer, mais quelle est la motivation de ces revirements jurisprudentiel, pardon. Pourquoi vous avez accepté l'article 36 alors qu'il y a déjà un arrêt de la Cour suprême, toutes sections réunies de 2007 qui a annulé cette disposition. Voilà. Et ça, c'est là où se pose le problème. Alors, donc un jour, l'article ou l'arrêt d'hier peut être remis en question. L'arrêt d'hier, je pense qu'ils ont fait le malin, pour dire, nous ne faisons pas un problème, nous acceptons l'ordonnance telle que ça y est. Et l'ordonnance a été sauvée, puisque l'ordonnance n'avait pas fait allusion à cet arrêt de 2019. Arrêt plus politique que juridique. Ah oui, il est politique et il est complotiste. Vous avez parlé de complot, vous avez aussi dit incompétence. Vous avez parlé d'incompétence. Incompétence, j'ai expliqué. 469 membres du Congrès votent ce règlement d'ordre intérieur. Oui. Eux pouvaient ne pas savoir, même si on dit que nul n'est censé ignorer la loi, eux pouvaient ne pas savoir ou ne pas se souvenir de l'article de l'arrêt de 2007. Oui. Mais est-ce que on devrait pas plutôt parler d'incompétence de la Cour constitutionnelle qui, elle, devait se souvenir en 2007? Non, il y a eu un complot de départ, puisque... Complot? Oui, un complot au niveau, cette fois-ci... Du Sénat ou du Congrès? Du Sénat, du Congrès. Pourquoi ce complot? Puisque quand ils refont un arrêt, les règlements intérieurs, la première des choses, c'est de voir comment on a jugé conforme le précédent. Et ce précédent, il dit, l'article 3.3, en fait, tous les articles qui parlaient de l'autorisation des congrès ont été considérés non conformes à la Constitution par rapport à l'article 85, qui dit, ce n'est pas l'autorisation, c'est plutôt la concertation avec... Complot du Congrès. Ah oui, mais alors, vous reprenez, tous ces articles sont repris, les articles qui ont été jugés non conformes. L'article 3.7, c'est repris dans le nouveau règlement intérieur du Sénat. Tous les articles 6.7 jusqu'à l'article 36... Du Sénat ou du Congrès? Du Congrès. Du Congrès. L'article 36, je peux le lire en passant, c'est en application de l'article 3.3. Donc, ils ont repris l'article 3.3. Le présent règlement intérieur, le Congrès, saisi par le président de la République, autorise la proclamation de l'état d'urgence. Donc, on revient à l'autorisation que déjà l'arrêt de la Cour avait rejeté. Le complot, avec la complicité, si complot il y a, ce sont vos propres propos, avec la complicité de la Cour constitutionnelle. Ah ben oui, je vous l'ai dit, j'ai dit d'abord les deux hypothèses, incompétence ou complot. Mais vous êtes plutôt complot ou incompétence? Je considère plutôt d'un complot. Pourquoi j'insiste sur maintenant un complot? Je reviendrai pour le Sénat ou pour le Congrès. Pourquoi j'insiste sur le Sénat? Puisqu'ils ont eu à valider cette ordonnance. C'est à l'occasion de la validation de l'ordonnance du chef de l'État qu'ils allaient lui dire, attention, vous avez révisé l'ordonnance 061, l'arrêt 061 de 2007,
alors qu'il y a un nouvel arrêt du 12 décembre 2019, plus récent. Et vous prenez lequel? Vous devriez prendre les deux ou vous devez prendre les derniers? Ben, là où je vous dis, par sagesse ou par intuition, moi je ne veux pas dire les dieux, mais par sagesse ou par intuition, l'ordonnance s'est référée à l'arrêt qui lui était favorable, qui était plus conforme à la Constitution. Et je pense que là, la première victoire de la démocratie hier, c'est que la Cour constitutionnelle s'est contredite sans annuler l'ordonnance. On parle de concertation à l'article 85. Oui. Alexis Tambwe Mwamba sur Top Congo déclare qu'il n'y en a pas eu et qu'il a appris l'état d'urgence à la télévision. Oui. Comment est-ce qu'on peut être sûr du contenu de ces concertations? Existe-t-il des PV? Oui. Existe-t-il des preuves de ce que pourraient être ces concertations? Si ce n'est pas un mensonge d'État, c'est quand même un peu indélicat de dire ça. Précédemment, certains évoquent la désignation de responsables d'entreprises du portefeuille après consultation du Conseil des ministres, ordonnance toujours pas, ou décret ou ordonnance toujours pas appliquée, parce que cela n'avait pas été le cas. Est-ce qu'on ne se retrouve pas dans une situation où c'est vous qui utilisez le terme mensonge d'État se multiplie? Oui, non, j'ai dit ceci. J'ai dit si ce n'est pas un mensonge d'État, il y a indélicatesse, puisque il ne peut pas, il est inimaginable que le président d'une institution comme le Sénat puisse dire du président de la République qui, là, il nous a seulement, nous avons appris comme tout le monde. Si c'était même le cas, dans la délicatesse, on se trait. Et ça, bon, moi, je ne peux pas juger de la délicatesse que chaque individu doit avoir vis-à-vis de l'autorité. Mais si c'était vrai, ça changerait tout, n'est-ce pas? Non, ça changerait juste le fait que l'article 85 n'aura pas été respecté. Non, ça ne changerait pas quelque chose, puisque il n'y aurait aucune preuve que, au moins qui nous prouve. Il n'y a aucune preuve qui n'a jamais été question que le président lui en parle. Est-ce que ces concertations, ce n'est pas que pure forme, ce n'est pas que... Comment faire que ces concertations soient formellement... La forme, malheureusement, la Constitution n'a pas déterminé, et il n'y a aucune loi qui a déterminé quelle est la forme. Ici, la forme qui est prévue, c'est la réunion interinstitutionnelle. Interinstitutionnelle. Et dans cette réunion interinstitutionnelle, si le président n'a jamais parlé de cette question, des dispositions qui doivent être prises, ça m'étonnerait. Mais si tel était le cas, est-ce qu'on n'est pas devant une disposition où les présidents des deux chambres et le Premier ministre peuvent se retrouver à leur corps défendant dans des positions auxquelles ils n'auraient jamais contribué? Vous savez, je suis dans l'embarras, puisque je voulais vous dire que Ilunga Ilunkamba, tel que je le connais, je ne peux pas parler à sa place, c'est quand même un homme de valeur, de grande intégrité. Le président va lui dire, signez ou faire poser votre contre-seing, tout simplement, entre nous deux, là, au niveau des deux présidents, ils ne sont pas. Je ne peux pas. Je ne pense pas. Donc sa signature vaut vos preuves. Je croirais au président de la République et je croirais au Premier ministre. Et j'ai dit plus qu'au président du Sénat? Non, mais je ne l'ai pas dit que c'est plus qu'au président du Sénat. Mais les deux, ça prévaut. Pour les deux, ça prévaut pour moi. Monsieur le professeur Bania Koulouapé, vous avez été, je l'ai dit, membre de la Cour constitutionnelle. Vous aviez démissionné il y a quelques mois parce que vous n'étiez pas d'accord avec la manière à laquelle cette Cour fonctionnait. Oui. On peut peut-être pas rentrer dans les détails, vous êtes peut-être astreint à une réserve, mais aujourd'hui, pensez-vous que dans cette situation, vous auriez pris la même décision en tant que membre de la Cour? Oui, j'ai pris, puisque je ne suis plus astreint, ces 2 ans qui sont passés,
c'est 2 ans de réserve, bien que cette réserve n'a pas eu de contrepartie, mais au moins, aujourd'hui, je peux parler. Je parle puisque c'est 4 fois que nous avons mis une opinion dissidente. Et on n'a jamais publié ça. Et je pense que toute personne de bonne foi dirait qu'on ne peut pas continuer dans une institution où si des questions précises, comme celle-ci, je ne dis pas que j'aurais fait j'aurais émis une opinion dissidente, mais ici, j'aurais au moins eu le courage de dire, faisons un arrêt, de revirement, un arrêt de principe, pour expliquer notre revirement jurisprudence. Si ça n'a pas été fait, je peux dire que j'ai eu de bonnes raisons de ne pas être à la Cour constitutionnelle pour ne pas tomber dans des cas comme celui-ci. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne font pas l'objet de débat. Oui. On n'en parlera donc pas. Oui. Mais certains arrêts de la Cour constitutionnelle ont subi certains aménagements pour des erreurs, je me rappelle plus exactement du terme, mais elles ont été revisitées, on va dire. Ouais. Est-ce que vous pensez que ces arrêts doivent rester ou doivent demeurer au statut qu'ils ont aujourd'hui? Encore simple, puisque là, la seule disposition, la seule possibilité qui est laissée à un arrêt, c'est de la correction. Vous corrigez soit le nom, soit un terme qui a été utilisé, ça c'est la seule disposition. Bon, le reste, ça revient au membre de la Cour de se justifier. Moi, je pense que la seule disposition qui est restée, la possibilité, c'est de la correction. Et j'estime alors que dans tous ces cas, il y a eu correction, simple correction, soit de nom, soit de la terme ou de la terminologie qui est utilisée pour l'expression de l'arrêt. Vous êtes professeur en sciences politiques. C'est une analyse que je vous demande pour terminer cette émission. Quelle est l'étape d'après? Aujourd'hui, le président a besoin du Sénat et de l'Assemblée nationale pour prolonger l'état d'urgence. Oui. Aujourd'hui, les frictions semblent réelles avec le président la présidente de l'Assemblée nationale il y a quelques semaines. Aujourd'hui, le président du Sénat. Quelles sont les marges de manœuvre des uns et des autres? Moi, je voudrais dire, la première marge, c'est un conseil. On ne peut pas avoir cette phobie du chaos. C'est-à-dire, chaque fois qu'on se trouve dans, je ne dirais même pas une preuve, mais dans un état soit par exemple, j'ai entendu qu'on parlait de cette ordonnance comme un acte de fait, que ce n'est pas juridique, ça on ne le dit pas. Ça c'est vous créez en principe le président de la République. Je ne suis pas son représentant, mais on a créé, comme on peut dire, une condition de dysfonctionnement de l'institution. On ne le fait pas. Vous êtes responsable d'un dysfonctionnement des institutions de la République, et le président de la République, par rapport à l'article 69, comme c'est lui qui est le garant de la continuité de l'État, et donc qui empêche à ce qu'il y ait dysfonctionnement de l'État ou des institutions, il peut considérer comme une tentative, soit d'aller contre le fonctionnement, auquel cas il prendrait les dispositions nécessaires pour empêcher à ce que l'État puisse entrer dans les dysfonctionnements institutionnels.